Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à notre enquête sur les enjeux éthiques, techniques, légaux, sociaux en intelligence artificielle. Dans cet épisode, nouveau chapitre à notre exploration de l'avenir de l'IA en éducation, exploration des enjeux éthiques et pédagogiques, je dirais, de l'IA dans nos universités. Et cette fois, c'est la perspective étudiante qui sera plus abondamment explorée. L'IA, nos étudiants, nos étudiantes, puis on en pense quoi de tout ça. Pour m'accompagner, j'ai un beau duo. Le premier, c'est un étudiant. Ce sera celui qui parlera au nom des étudiants et étudiantes de l'Université Laval. Louis-Vincent Grandmaison est avec nous. Comment ça va? Ça va bien. C'est une grande tâche. Ouais, Grosse pression quand même, là, représenter tous les étudiants. T'es étudiant à quoi? Je suis en sciences géomatiques au doctorat. Ça fait quoi, une science géomatique? Ouf, encore là... c'est toujours la première question en géomatique. Ouais, effectivement. C'est la deuxième question. Tu fais quoi? Géomatique, c'est quoi ça? Ouais. C'est ça. C'est très large. Premièrement, on fait de l'acquisition de données géospatiales. Donc, ça peut être, par exemple, avec un GPS. Ça rentrerait dans la géomatique. Mais aussi, on a tout le traitement en arrière. Donc, par exemple, si on veut se rendre à quelque part avec nos données GPS, on pourrait faire, par exemple, une application comme Google Maps. Bon, ça, c'est fait par des géomaticiens. Mais on a aussi toutes sortes d'autres données, comme de l'imagerie. De l'imagerie. Quand vous voyez des scans, scans des villes, scans d'appartements, scans des fonds marins, si vous avez une carte, si vous avez un outil pour chercher le poisson quand vous allez à la pêche, c'est ce genre d'outil-là. Mais le moment que c'est géoréférencé, en fait, c'est là où vient l'aspect géo dans géomatique, là. Donc, c'est vraiment la géoréférence, le fait de le positionner sur la Terre qui fait qu'on est en géomatique. Vraiment un beau champ disciplinaire avec un nom cryptique, mais une fois qu'on sait ce que ça fait, très très intéressant. La seconde, elle est agente de recherche pour le rectorat de l'Université Laval et elle représentera donc la direction de l'Université Laval. Maïté Breton. Et là aussi, comment ça va, Maïté? Toi aussi, c'était de la pression. Ouais, non, ouais, attends. Je tu vas parler au nom de la rectrice, c'est ça? Non, hein? Pas du tout. Je parle au nom de la Commission des affaires étudiantes. Disons que c'est plus mon rôle, mon chapeau de agent de recherche et planification aux commissions permanentes, mais particulièrement en ce moment pour ce rapport-là pour la Commission des affaires étudiantes. Bon, c'est ça. Fait qu'on va aujourd'hui, on va parler d'un rapport dans cet épisode. C'est le rapport justement de la Commission des affaires étudiantes de l'Université Laval. Et le rapport est intitulé Perspectives étudiantes sur les systèmes d'intelligence artificielle. Ça a été publié cet hiver. Nous sommes en 2026. Commençons par le point de départ. C'est quoi la commission des... On a des auditeurs en France, au Maroc, en Suisse. C'est quoi la commission des affaires étudiantes de l'Université Laval? En fait, c'est une des 3 commissions permanentes. Il y en a une pour la recherche, une pour les études et une pour tout ce qui touche les étudiants, les étudiantes, toutes les questions qui peuvent intéresser les étudiants, les étudiantes. Donc, c'est ça notre mandat, c'est d'explorer ces questions-là, de mener des réflexions collectives, de faire rapport au conseil universitaire. C'est une commission qui est composée de 7 membres étudiants, autant premier cycle que deuxième, troisième cycle, et de 7 membres du personnel enseignant, des professeurs et tout ça. Donc, plusieurs disciplines, grande diversité d'âge, c'est un beau collectif. Puis toi, pourquoi tu t'es, Louis-Vincent, pourquoi tu t'es impliqué dans cette commission-là? Pourquoi tu sièges là-dessus? De manière générale, je te dirais, ça s'inscrit dans la continuité de mes implications étudiantes. Là, je suis à l'Université Laval depuis mon bac. Donc, j'ai fait bac, maîtrise, maintenant que je suis au doc à l'Université Laval. Puis tout au long de ça, j'ai fait des implications étudiantes, que ce soit dans des assos, des comités institutionnels, des tables, etc. Puis la commission, ça fait partie de ces implications-là. De manière plus spécifique, je te dirais, à la commission des affaires étudiantes, je trouve que c'est super intéressant parce que on a l'occasion de se pencher en tant que personne dans tout champ disciplinaire
sur un enjeu spécifique à chaque année, puis de donner notre avis là-dessus dans le but d'améliorer une amélioration continue finalement de l'université. Puis ça, je trouve ça intéressant, de redonner un petit peu de mon savoir. Bravo. Ouais. Puis l'IA, est-ce que tu étais familier avec ça? Oui, je travaille en IA dans mon projet en géomatique. Moi, on utilise des données géoréférencées, hein, mais on peut aussi les traiter, notamment avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc moi, je fais de la classification automatisée d'espèces d'arbres dans mon projet, là. Donc, tu étais l'objet en tant que tel, tu le connaissais, mais là, c'est de voir c'est quoi les enjeux liés à la formation universitaire, l'éducation, l'apprentissage, c'est ça? Ouais, ben aussi on traitait beaucoup plus de l'intelligence artificielle générative. Dans mon cas, à moi, c'est pas génératif, donc c'est vraiment dans le but de classifier, donc d'ordonner la vie de tous les jours, si on veut. Mais dans la commission, on parlait plus de l'intelligence artificielle générative puis son impact que ça va avoir sur la communauté universitaire. Puis toi, Maïté, est-ce que tu étais familière avec l'IA avant de te lancer dans cette aventure de recherche et de réflexion? Oui, quand même. C'est quelque chose qui avait piqué ma curiosité assez tôt. Je pense même avant que je devienne agente de recherche pour la commission. Je m'étais intéressée aux travaux de l'Obvia. Donc, j'avais un intérêt personnel. Ça me fascinait, même si c'est pas du tout dans mon champ d'études, là. Moi, je suis une fille qui vient de la littérature, mais... Bon, puis est-ce que tu utilises ChatGPT? T'as-tu utilisé ChatGPT aujourd'hui? Non. Je l'utilise très peu, j'avoue. Je l'ai pas encore intégré dans mon... Je sais pas. Ça trahit peut-être mon âge, là, mais... Toi, Louis-Vincent? Oui, j'ai tendance... Tu utilisé aujourd'hui? Non, ChatGPT? Pas aujourd'hui. Ben, premièrement, ça fait partie de ton quotidien? J'utilise pas de ChatGPT. Ah, ok. Bon, j'utilise Gemini, ouais. Claude, des fois, pour le code. Mais à ce point-ci, je pense que je suis rendu pas mal plus... c'était là, je sais pas c'est quoi le mot français pour ça, mais dans mes habitudes par rapport à ça, je pense que j'utilisais plus ça de manière générale il y a, mettons, 1 an ou 2. Puis maintenant, là, j'essaie de vraiment me forcer de faire mes tâches d'humain en premier, puis là, peut-être de l'améliorer après avec l'intelligence artificielle générative. Parce que sinon, j'ai remarqué que je fais juste comme déléguer une partie de moi, finalement, puis j'aime pas nécessairement ça. Déléguer une partie de soi, c'est bon, là, on commence déjà à sauter dans les enjeux que vous avez identifiés. Donc, déjà, on va essayer de placer le contexte du rapport. Pourquoi vous avez décidé à la commission de cibler ça? Pourquoi faire un rapport sur ces enjeux-là? Ça venait d'où la demande? Puis c'était quoi le problème qui avait été constaté? Ben, souvent, c'est une décision de tous les membres de la commission. Et aussi, on rencontre la rectrice et la vice-rectrice, on leur soumet nos idées. Puis, il nous était apparu qu'il y avait beaucoup d'instances à l'université qui travaillaient sur l'IA, qui se penchaient sur l'IA, qui voulaient établir des principes directeurs, des choses comme ça. Et c'était important que la perspective étudiante soit pas oubliée là-dedans. Donc, c'était ça, je dirais, le motif, là. Ben, c'est important d'y penser, là. C'est-à-dire que c'est toujours ça, là. Les institutions essayent d'avoir de bonnes idées, mais faut se préoccuper de ce sur qui ça va avoir un impact réel. Si on décide de s'enthousiasmer pour l'IA, puis on rentre ça ici à l'université, mais il va y avoir des impacts, c'est sûr, sur les étudiants. Puis comment vous avez fait le rapport? C'était quoi la démarche, le processus? Vous avez rencontré qui? Est-ce que c'est une recherche purement documentaire ou on parle de consultation étudiante? Ça ressemble à quoi? Oui, on a fait beaucoup, on a ratissé large. Il y a eu une revue de littérature, évidemment, mais pas exhaustive, là. Je pense que c'était juste impossible de tout lire, tout ce qui se publie. Ah ben non, j'essaye, là, puis c'est impossible, je confirme. On a... Tu sais, à chaque rencontre de la commission, on essayait d'inviter des personnes expertes, des acteurs, actrices du milieu, des gens qui avaient une expérience pour venir présenter, puis discuter avec les membres. Ça nous a servi à faire une sorte de premier jet de c'était quoi les préoccupations étudiantes. On a collaboré au sondage de l'Obvia auprès de la communauté. C'était un sondage quantitatif. Avec les résultats préliminaires, on a mis en place un canevas pour faire des groupes de discussion. Puis ça, c'est 2 professeurs membres de la commission qui ont mené ça. Ça venait compléter les données qualitatives, ce qui ressortait de ces groupes-là. C'est pas représentatif, là. On n'avait pas la prétention d'être représentatif, mais de faire ressortir des postures possibles, de faire ressortir les raisonnements sous-jacents. Ça, c'est les groupes de discussion qui m'ont amené ça. Puis là, tu sais, à chaque fois, on discute tout le monde ensemble. Puis on s'est mis à rédiger une première version, on la soumet, tout le monde fait des suggestions.
on modifie. Je pense que j'ai rien oublié, là. Elle regarde ses feuilles Je pour regarde être mes sûre. feuilles, tu sais, le sondage, les groupes de discussion, la revue de littérature, puis... Ben, c'est déjà pas mal, là. Ouais, Ça ouais. ressemble à un projet de recherche en soi, là. Mais tu sais, c'est un gros travail collectif, là. Là, on est 2 à vous le présenter, mais tu sais, tous les membres lisaient, Des commentaient. rencontres, puis ça des s'échelonne sur rencontres. combien de mois ou d'années? 1 an et demi, peut-être? Wow. Ouais, ben la partie de discussion est plus comme 1 an, Ouais. puis ensuite produire la vie, ça peut être long, parce qu'il faut que tout le monde s'entende. Ouais, c'est ça. On a tous travaillé sur ce genre d'avis, là. C'est ça. Il y en a qui travaillent plus, puis il y en a d'autres qui freinent, puis bon, c'est quelque chose. J'ai déjà passé à travers ce processus-là. Écoutez, on va sauter dans le rapport. Il y a plusieurs thèmes plutôt que j'aimerais aborder avec vous. On n'aura pas le temps de tout dire, là. Si vous voulez lire le rapport, c'est une bonne idée. Tout est là, mais il y a quelques thèmes que j'ai ciblés, c'est-à-dire que à travers vos discussions avec les membres, puis avec les étudiants, puis tous ceux qui se sont impliqués, il y a plusieurs thèmes qui ont été identifiés, plusieurs préoccupations notamment, puis le rapport parle des risques. C'est un des premiers thèmes, là, des risques reliés à l'apprentissage, au développement des compétences. De façon générale, Maïté, on craint quoi lorsqu'on parle d'IA, de l'intégration de l'IA dans nos universités? C'est quoi qui préoccupe le plus concernant les apprentissages? Tu sais, je vais essayer de faire un bref, parce que c'est, comme tu l'as dit, là, c'est large, il y en a beaucoup. Je vais essayer de faire un bref survol là, de ce qui était ressorti à la fois de la revue de littérature et des discussions. Puis je remarquerais juste, tu sais, souvent les personnes étudiantes elles-mêmes, dans les groupes de discussion, nos membres étudiants, ils étaient quand même assez conscients. Fait que ce qui est dans tu sais, ce qu'on a trouvé dans la littérature, c'était pas une surprise pour nous, on l'avait déjà entendu de la bouche des étudiants. Louis-Vincent pourra compléter là pour cibler plus ce qui préoccupe les étudiants, mais en gros, il y a le risque des fausses informations, même si bon, on dit que les modèles deviennent meilleurs, mais on sait que les étudiants vont avoir certains vont avoir tendance à demander à une IA générative de les aider à comprendre une notion. S'ils reçoivent une information erronée, c'est un risque pour l'apprentissage. Il y a le risque l'utilisation des systèmes nuise à l'apprentissage. Ça a été pointé souvent, là. Ça vient brouiller la frontière entre une performance aux exercices, parce qu'on a un accès à un outil d'IA, et l'apprentissage réel. Ça a été démontré par plusieurs études. Les participants performent très bien quand ils ont l'IA. Tu retires l'IA, puis là, tu fais un test. Ouais, je le vois, entre mon examen, entre mes évaluations qui se font à distance, tranquille, avec l'IA de votre choix, puis à quoi ça ressemble à l'écrit, à l'examen final, seul en classe. Des fois, il y a une distance considérable entre les deux niveaux. Ben, c'est exactement ça. Donc, c'est un risque que, mal utiliser ces systèmes-là entrave l'apprentissage et crée une illusion d'avoir appris. Oui, illusion pour l'étudiant, illusion pour l'institution aussi. Oui. On peut dire, on se targue, ils réussissent bien. Oui. Faut voir qu'est-ce qui reste dans leur tête, là, parce qu'effectivement, il y a des bons résultats, mais est-ce qu'ils ont appris? Ça, c'est une autre histoire, là. Ouais. Et ils sont configurés, ces outils-là, pour réduire la friction, et puis offrir des processus, des réponses fluides. Donc, ça diminue la friction et l'engagement avec la matière. Puis on sait en pédagogie que c'est indispensable à l'apprentissage. Donc, ça, c'est toute une autre catégorie de risque. Ça peut nuire au développement et à l'exercice de la pensée critique. De quelle façon? Encore là, ça a toujours été un défi, là, quand même, à l'université, la pensée critique, là, de pas juste apprendre des notions, puis les recracher dans un examen. Puis je le dis violemment à raison, là. C'est parce que le but, c'est d'abord de développer ta pensée critique, que tu saches poser les bonnes questions, te l'approprier, puis après être capable d'écrire à ce sujet-là. Ouais, ben justement, c'est que ça nuit à l'appropriation, c'est-à-dire surtout, pour nous, il y avait des drapeaux rouges qui se levaient quand on lisait des études qui montraient que plus la personne a confiance en sa propre capacité à exécuter la tâche sans un outil, plus elle va engager l'outil de manière critique. Elle va être capable de faire un usage critique de l'IAG. Oui. Et inversement, moins la personne a confiance en sa capacité, plus son usage va être non critique. Puis à force de pas être exercé, la pensée critique, ça se développe pas, là. Donc Mais les deux ont la perception que, en fait, la personne qui ne comprend pas nécessairement ce qui en ressort
a l'impression qu'elle comprend ce qu'on ressort. Le Dunning-Kruger effect, là, finalement. Oui. Oui, c'est ça. On pose des questions, on a la réponse, fait qu'on a l'impression qu'on comprend. Puis je dirais, plus on est ignorant, je vais le dire comme ça, plus on a l'impression d'être savant. Alors que c'est sûr qu'avec une certaine forme de savoir, quand tu poses des questions à l'intelligence artificielle, tu es capable de regarder la force puis les limites de la réponse qu'on te donne, mais quand tu n'en as pas de savoir à ce sujet-là, ça peut te paraître... On s'en rend compte quand on pose des questions sur un sujet qu'on maîtrise nullement. Là, on a l'impression, c'est brillant ça. Puis là, tu poses la même question à un expert, il dit, c'est n'importe quoi. Oui, c'est pas tout à fait ça. C'est gommé, c'est un petit peu... On dit un peu tout et n'importe quoi. Dans le rapport, je voyais aussi la décharge cognitive. Qu'est-ce qu'on veut dire? Comment vous le décrivez, ce concept-là? Je peux me lancer, puis je dirais Louis-Vincent pourra offrir une perspective plus incarnée, mais le risque de déléguer à un outil d'IAG des processus cognitifs qui sont essentiels à l'apprentissage, à la réflexion, à bâtir une confiance justement dans sa propre capacité. Au-delà du délestage, il y a même récemment une étude qui est sortie qui parlait de cognitive surrender, comme de démission cognitive, qui montrait les impacts que ces outils-là peuvent avoir sur le jugement, le fait qu'on délègue nos décisions. Donc, tout ça, dans un contexte éducatif, c'est important. C'est dans cette friction-là où on crée un effort cognitif qui est pas plaisant là pour personne, qu'on bâtit ces capacités-là. Ouais, mais tu l'as bien décrit. Mais moi, tu sais, l'exemple que je démontrerais, peut-être, c'est au primaire puis au secondaire, on apprend des mathématiques. Puis je pense que il y a presque personne qui aime ça. C'est difficile. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand tu arrives à l'université, les gens qui se sont forcés d'être bons en mathématiques sont non seulement meilleurs en mathématiques, parce que peut-être sont moins bons dans les équations, là, mais il y a certains circuits reliés à la logique qui sont restés. Fait que ça permet d'avoir des capacités cognitives dans une autre grosse myriade de sujets, là. Puis la même chose est vraie dans n'importe quoi en apprentissage. Tu sais, on n'apprend pas juste quand on apprend le français, on n'apprend pas juste à parler français, on apprend aussi c'est quoi le langage. Bon, on apprend plein de choses qui sont connexes. Puis, si on délègue, tu sais, la majorité de notre pensée finalement, puis de notre apprentissage qu'on met entre guillemets là, à un système d'intelligence artificielle générative, on fait pas tous ces apprentissages connexes-là. Fait que là, à un moment donné, on arrive puis on risque de peut-être frapper un mur si on n'a pas fait des vrais apprentissages, là. Oui, c'est ça. Je pense que le vrai défi, là, c'est de tisser des liens qui vont durer dans un cerveau. Tu sais, si on délègue des tâches, ce faisant, notre capacité à faire ça. Moi, la mémoire, c'en est une. Là. Je veux dire, mon père se souvient des numéros de téléphone de 200 personnes. Moi, j'ai de la difficulté à me rappeler celui de ma blonde. Tu sais, c'est comme, il est écrit quelque part, donc j'ai délégué ça. Puis, je fais d'autres choses avec ma mémoire, là, mais cette partie-là, elle est déléguée, puis ce faisant, elle est un peu perdue. Là. Je pense que ce serait aussi un bon parallèle à faire. Est-ce qu'on a oublié des choses dans les préoccupations? Je m'adresse à Louis-Vincent, peut-être à Maïté, si tu veux ajouter. Je te dirais qu'en fait, moi, le constat que je fais de notre avis, c'est que il y a beaucoup de préoccupations qui vont dans beaucoup de directions. C'est vrai aussi au niveau des étudiants. Mais c'est difficile d'avoir comme une ligne directrice parce que c'est vraiment un chamboulement qui est à toutes les sphères de notre vie en même temps. Fait que, ouais, c'est un petit peu difficile de représenter toutes ces préoccupations-là en même temps. Mais moi, j'en ai noté peut-être quelques-unes là, qui sont liées aux étudiants spécifiquement. Mettons la crainte liée à la perte de l'emploi, là, que ça, j'ai vu revenir, pas nécessairement dans la... Ah oui, on va être remplacé finalement. Ben oui, c'est ça, par le temps qu'on finisse notre université, finalement, ça, l'intelligence artificielle générative ou peut-être la robotique va avoir appris à le faire pour nous, tu sais. Fait qu'on ça va pas être nous qui va être engagés. Puis on voit déjà là des répercussions sur le marché de l'emploi justement au niveau des postes juniors partout à travers le monde à cause de l'intelligence artificielle générative. Fait que c'est une crainte qui est importante. Ouais.
C'est une crainte Tu qui te semble formes, être soutenue, là. tu te formes, t'investis temps et argent aussi pour ta formation, puis à la fin, tu souhaites que tout ça vaut la peine. Maïté, t'allais ajouter quoi dans les préoccupations? Ben, c'en est une, je tenais à la mentionner, et c'est quand même peut-être minoritaire, mais est importante, puis pour les personnes concernées, ça vaut la peine de le mentionner, mais c'est le risque que tu sois renforcé, c'est le risque d'être exposé à des biais qui sont souvent difficiles à identifier, qu'on se rend pas toujours compte, des biais qui vont favoriser ou une forme de savoir standardisé. Puis ça, c'est préoccupant à l'université. À l'université, on valorise la diversité des perspectives, les savoirs minoritaires, on pense aux cultures minoritaires, aux Premières Nations, dont le savoir est pas tant représenté par ChatGPT, là. Ouais, les LLM ont tendance à gommer tout ça pour que ça ressemble à un discours blanc américain. Exact. Donc, anglophone. vous avez, je me rappelle la chronique de Marie-Ève Vachon-Savary, là, la weirdisation. Ah oui, le weird, vous avez écouté notre dernier épisode, mais c'est ça, le discours finit par ressembler à ça. Là. Et ben c'est un point important là, que un étudiant qui vient chercher ici une formation, il souhaite avoir une formation qui offre cette nuance puis cette diversité et non pas une espèce de savoir homogénéisé qui favorise une seule perspective. Mm-hmm. Moi, je trouve ça très intéressant, ce point-là, puis ça me fait réfléchir, en recherche, on cherche finalement à pousser plus loin, dans nos domaines respectifs, mais les outils d'intelligence artificielle générative, en fait, ils sont pas là pour aller pousser plus loin. Ils sont là pour se rendre à la frontière. Mais ils sont pas capables d'aller plus loin, tu sais. Alors, si tous les experts se mettent à utiliser ça, on va plus avancer, là. On va juste Non, ça s'appuie sur le savoir existant. Ça crée rien en avant. On le voit aussi avec la création d'images. Ça s'appuie sur des images qui ont déjà été générées. Puis on peut voir là, si ça continue dans cette mouvance-là, on va avoir des images créées à partir d'images qui ont déjà été générées, puis on risque d'assister à une forme de dégénérescence de tout ça. Mais c'est intéressant là, le fait que ces outils-là nous permettent pas de dépasser le savoir existant. C'est sûr, parce que l'entraînement, finalement, est fait sur le passé. Donc, tu peux pas dépasser ce qui est... Tu peux pas faire l'entraînement sur ce qui est en avant, là. Ça existe pas. Oui, c'est bon, ça identifie des limites de cet outil. Un autre thème que j'aimerais aborder avec vous autres, c'était aussi dans le rapport, c'était sur parmi les préoccupations, il y avait les enjeux d'injustice. Donc, que l'IA créerait des injustices ou amplifierait des injustices. Louis-Vincent, c'est quoi les enjeux qui étaient associés à ça? Ça dépend, en fait, on considère quelle portion de l'université, là, parce que c'est quand même large. Si on peut penser peut-être aux cours, je pense que ça a une certaine exacerbation, là, des coupeurs de coins ronds. Mettons, dans des travaux d'équipe, là, ça peut ça peut avoir un impact direct, là, si t'as quelqu'un dans ton travail d'équipe qui est supposé faire sa partie, mais que lui a décidé de le déléguer à l'intelligence artificielle générative, puis là tu reçois ça, ben là, ça peut être frustrant, là. Oui, puis c'est dur aussi à contester, là, de dire ça ressemble à ChatGPT, c'est un petit peu confrontant comme rapport avec un collègue, là. Exactement. Puis peut-être plus en recherche, je dirais, une frustration que moi j'ai peut-être, c'est la légitimisation des coupeurs de coins ronds aussi. Mais pourquoi légitimisation? Parce que dans le fond, nous, on va aller publier des personnes qui peut-être n'ont pas exactement ces savoirs-là. Ça a été créé par l'intelligence artificielle générative. Puis le milieu académique est tellement surchargé que pas vraiment le temps de vérifier, de faire ses devoirs là, dans le processus de revue par les pairs. Donc, finit par publier dans des journaux qui peuvent être prestigieux des propos, finalement, qui venaient pas de la personne, puis cette personne-là finit par être légitimisée. Alors, on a comme des faux experts qui se mettent à émerger. Puis ça, c'est injuste, là. C'est-à-dire que c'est ça l'injonction, là, mais puis les étudiants le sentent comme ça. C'est injuste que lui ait la même note que moi, alors que moi, je me suis forcé, j'ai appris, j'ai mis du temps, des efforts, puis lui, il va avoir la même note, mais il a juste utilisé ChatGPT pour... c'est injuste, mais je pense que c'est plus loin que ça. Je pense que c'est quand même dangereux, tu sais. Parce que l'université, on est supposé former la génération de demain, puis effectivement, tu sais, si les deux personnes ont le même diplôme à la fin,
ben cette personne-là, éventuellement, va dans le marché du travail, va peut-être avoir un Moi, je forme des emploi. ingénieurs. Des fois, je me dis, j'espère qu'ils sont bien formés, qui n'ont pas juste un A, là, mais qui sont effectivement compétents pour construire le pont C'est ça sur qu'on veut, lequel je vais ultimement, passer. Là. Fait que effectivement, tu sais, c'est ça le risque. Puis en recherche, je pense que c'est pire, là. Tu sais, les experts on est supposé former ici, tu sais, au doctorat surtout, là, les chercheurs de demain, les savants, là, entre guillemets, là. Mais si ces personnes-là sont pas nécessairement réellement des experts à la fin de leur doctorat parce que leur thèse a été écrite à moitié par l'intelligence artificielle générative, ben là, ça sert à quoi ce diplôme-là? Puis ça risque de miner la confiance du public envers notre institution. Il y avait aussi un autre thème qui me semblait lié à ces notions-là d'injustice, c'est je sais pas, l'égalité des chances, je dirais, c'est-à-dire que ça a toujours existé à l'université, la diversité des compétences des étudiants pour avoir accès à certaines technologies. Donc, je me rappelle que juste utiliser un traitement de texte, pour ne pas le nommer comme vieillement, là, mais tu sais, un ordinateur, juste être familier avec l'ordinateur, avec l'ENA, l'ENA, c'est notre outil pour faire des sites de cours, là. Cette familiarité avec les outils techniques, ça a toujours existé. Est-ce que l'IA, là je m'adresse à Maïté, est-ce que l'IA amplifie ça, cette disparité, puis cette différence de compétences, je dirais, des étudiants? Oui, tout à fait. C'est de plus en plus recensé, noté. L'IA vient accentuer la fracture numérique qui se limite plus juste à qui a eu accès, qui peut avoir accès aux bons outils ou qui peut payer pour une version, les meilleures versions, parce que c'est aussi documenté que les meilleures versions des outils d'IAG produisent moins d'hallucinations, de fabulations, qui sont juste plus efficaces. Fait que, il y a une fracture numérique là, mais au-delà de ça, il se manifeste de plus en plus dans les compétences une fracture entre ceux qui sont capables de les utiliser de façon judicieuse pour soutenir leur apprentissage, pour comme enrichir leur expérience de formation, et ceux chez qui ça va juste camoufler des lacunes, qui vont l'utiliser d'une façon qui se nuise, et des fois ils peuvent même pas savoir qu'ils sont en train de se nuire eux-mêmes. Donc il y a comme une sorte de on aggrave la fracture numérique qui était déjà là, et ça c'est préoccupant. Oui, il y a ceux qui sont capables de l'utiliser à bon escient. Il y a ceux qui sont capables de l'utiliser en masquant un petit peu leurs incompétences. Mais il y a pire. Moi, je vois aussi ceux qui sont pas capables de l'utiliser puis qui réussissent pas à le masquer aussi. Des fois, c'est tellement un manque évident de compétences. Puis souvent, c'est des étudiants qui maîtrisent mal un petit peu la langue. Fait que là, ils sont plus capables de voir les traces de l'outil utilisé dans leur propre réponse. Puis là, ils se font prendre, puis souvent, ça crée aussi des enjeux d'injustice, parce que c'est souvent ces étudiants-là qui sont maladroits avec la technologie, qui n'ont pas eu la formation appropriée, qui ont des lacunes langagières non identifiées. Donc, ça aussi, il me semble, ça crée des injustices importantes dans le système, là. Ben, puis en plus, j'ajouterais à ça, tu sais, le système est bâti sur le système académique, là, il est bâti sur la performance, il est bâti sur, tu sais, d'aller en faire plus. Fait que on a les gens qui sont capables de l'utiliser sont capables de faire encore plus qu'ils étaient capables de faire avant, ce qui fait que les gens qui ont pas le savoir-faire pour l'utiliser, peut-être ont l'impression qu'ils doivent se rattraper par rapport à ces gens-là, puis produire, mais ils sont pas capables de le faire comme du monde, fait que peut-être justement ils vont se faire pogner dans leur coupage de coin rond. C'est là qu'on le voit, l'amplification, là. Ceux qui étaient déjà très bons sont encore meilleurs, puis ceux qui avaient des lacunes, des maladresses, c'est encore plus évident, puis tranquillement, ils améliorent pas ces compétences-là, ils vont rester lourdement maladroits et peut-être même incompétents à cette matière. Autre thème, écoutez, on avance dans l'entrevue, j'aimerais peut-être changer de thème. Dans le rapport, on parlait de la relation pédagogique, comment ça transforme l'IA, la relation entre le prof et ses étudiants et étudiantes, mais aussi au sein même de nos rapports avec notre institution. Maïté, dans le rapport, on fait mention des défis de formation, des défis qui concernent la relation pédagogique. Commençons peut-être par les défis de formation. Former. On veut les former.
Former Mais à l'IA. c'est quoi les défis? Est-ce qu'on les forme pour qu'ils utilisent mieux l'IA, qu'ils soient capables de dépasser l'IA, de s'en passer? C'est quoi qu'on cible quand on veut dire formation, là? Tout ça. Je dirais, tu sais, nous, une perspective qui nous a vraiment rejoint là au sein des membres de la commission, c'est de penser la formation avec une double finalité, pas juste ce qu'on appelle c'est des termes d'un chercheur, là, mais une finalité adaptative, pas juste aider les étudiants à s'adapter à un monde et un milieu du travail qui va être transformé par l'IA, mais les aider à s'en émanciper, d'avoir les compétences, les expériences, les connaissances nécessaires pour comprendre qu'est-ce qui se passe, faire leurs propres choix, des choix en connaissance de cause, quand est-ce qu'ils veulent l'utiliser, quand, tu sais, pas juste leur dire fais-le, oui, ça c'est permis, ça c'est pas permis, quoi faire, quoi pas faire avec l'IA, mais leur donner toute la connaissance métacognitive, comment on apprend, qu'est-ce qui peut nuire à l'apprentissage, puis aussi comprendre je ratisse large, mais comprendre la transformation socio-technique, là, comprendre les enjeux éthiques, environnementaux, sociétaux, pour qu'après ça, comme citoyens, ils puissent prendre part aux décisions, aux débats. Fait que, tu sais, il y a une double finalité ici. Oui, les adapter, leur permettre de vraiment survivre, là, sur le marché du travail. Et une visée émancipatrice. Fait que ça, ce serait le premier point. J'en ai 6 autres, là. Mais on voit que c'est un vrai défi, là, de former. Oui. C'est-à-dire que dans ce que tu décris, ben, je le vois. Idéalement, on aimerait faire ça, mais comment on développe? C'est comme moi, j'enseigne l'éthique. L'éthique, tout le monde est pour l'éthique. Puis on dit, faudrait les former en éthique. OK. Mais on les forme comment? On leur donne-tu un bac en éthique ou on leur donne un cours ou on leur donne un petit atelier de sensibilisation ou on leur envoie un courriel en disant l'éthique, c'est important. Entre tous ces moyens-là, il y a une marge là, dans ce que tu décris. C'est tout un chantier de formation. Là. Ben, je vais donner quelques pistes, puis Louis-Vincent pourra reprendre la balle au bon. Parce que, tu sais, on s'est vraiment beaucoup cassé la tête là-dessus. Là. Tout le monde autour de la table, là, je vous assure qu'on a discuté fort sur justement ces questions-là. Oui, l'éthique, tu sais, pour nous, il y a un enjeu, puis souvent, c'est tu sais, c'est comme on va essayer de faire bouger un gros paquebot, là. Fait qu'on n'a pas de solution immédiate, mais là, il y a un enjeu culturel, là. Il faut faire bouger peut-être juste d'1 degré pour changer la trajectoire, là. Miser sur l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que les formations soient de plus en plus interdisciplinaires pour que l'éthique, la philosophie, les sciences humaines et sociales, d'un côté, puis les sciences plus techniques, scientifiques, génie, tout ça, se mettent ensemble pour affronter cet enjeu-là pour lequel on a besoin des deux. Fait que miser encore plus sur l'interdisciplinarité, créer un équilibre entre un tronc commun et un volet plus disciplinaire, parce que chaque discipline a ses enjeux avec l'IAG. Oui. Créer aussi une sorte de savoir commun, tu sais, ça m'a marqué, mais les étudiants, ils disaient, ouais, mais il faut aussi former les enseignants et les professeurs. OK, la formation, c'est un bon point, ça, parce que moi aussi, j'en connais une couple qui aurait besoin peut-être d'un cours ou deux. Faites pas juste le cours pour nous, mais faites le cours pour tout le monde. Fait qu'une sorte de base commune, ça n'a pas besoin d'être exactement le même contenu. Puis, tu sais, là, les 2 derniers défis qui sont sans doute les plus gros, mais bon, comment on fait pour le rendre? Est-ce qu'on le rend obligatoire? Est-ce qu'on fait mais là, comment les programmes sont déjà hyper chargés. Comment on fait pour que tout le monde le suive? Fait que nous ce qu'on entendait beaucoup, c'est il faut que ce soit crédité. Puis le running gag, là, la grande blague, c'est pas une autre capsule vidéo. Là. Hey, ça, c'est bon parce que on en voit souvent, là, dès qu'il y a un thème préoccupant, on va leur faire une petite capsule vidéo plate. Ben, okay, c'est correct. Là, l'institution a fait ce qu'elle devait faire. Elle a produit quelque chose, mais est-ce que ça transforme vraiment les étudiants? C'est quelque chose quand même. Donc, des défis de formation, on le voit, là, comment on va faire pour former. C'est pas tout dire on va le faire, c'est comment on va s'y prendre pour le faire. On va changer les cours peut-être, on va changer les programmes, on va changer, peut-être aussi, il y a peut-être un défi, je m'adresse à Louis-Vincent sur le rôle pédagogique aussi. On a parlé des profs, former les profs, former les étudiants. Est-ce que le rôle, le rapport entre l'étudiant et son prof, comment tu l'imagines, toi, dans un monde où on intègre comme ça la grande vitesse l'IA dans nos institutions? Ouais, à quoi peut ressembler le rapport et doit ressembler le rapport? Ben moi, je sais pas comment ça va impacter la portion des cours, là, vraiment plus la portion pédagogique.
Mais ce que je vois, c'est la portion d'encadrement. Ça va vraiment, je pense, changer fondamentalement. Parce que les professeurs, tu sais, qui encadrent leurs étudiants au cycle supérieur, sont tellement débordés. Ils n'ont pas le temps. Hein? Ça, c'est pas nouveau. Puis, Vraiment pas. C'est pas l'IA qui a inventé ça, là. non. Mais ce qui arrive, c'est que l'étudiant, peut-être, au lieu d'attendre 6 mois avant de d'avoir une rétroaction sur sa thèse ou peu importe, ben peut-être va dire, ben tu sais quoi, je vais aller demander à mon intelligence artificielle générative. Puis là, on perd tout l'aspect de mentorat qui est tellement critique aux études graduées. En fait, je dirais, c'est ça la force des études graduées, c'est l'accès à quelqu'un qui est un expert, puis qui va te mentorer à devenir toi-même un expert qui est capable de critiquer ton domaine, etc. Mais si on vient déléguer complètement l'encadrement par manque de temps, ben c'est très risqué de faire ça. Puis peut-être aussi, tu sais, au point de vue des cours, la même chose va se passer. Moi, je le vois, je suis auxiliaire d'enseignement là dans un cours. Ça fait, je pense, que ça va être la 5e fois en automne que je donne les labos pour ce cours-là. Puis, est-ce que tu te sers de l'IA pour donner des rétroactions? Ben non, moi je sais vraiment donner des labos qui sont plus informatiques là, c'est avec de la géomatique. Puis fait que j'ai pas le choix d'être à côté des étudiants pour leur expliquer, tu sais, justement sur leur C'est apprécié ça, puis... cette relation-là. Oui, mais je le vois que ça a changé beaucoup depuis le début, tu sais, depuis la première fois où je le donne, puis maintenant, je vois que maintenant les étudiants ont tendance à, quand ils sont bloqués à quelque part, ils vont demander à l'intelligence artificielle de les assister, finalement. Au lieu de demander, tu sais, à l'auxiliaire ou au prof, peu importe. C'est un peu intimidant de demander au prof, je comprends pas, explique-moi. Ben, t'as puis pas nous de aussi, temps. on manque de temps, exactement. Tu sais, tout le monde lève la main, fait que là, ils vont... Fait que là, je vais le demander en secret à exact. Gemini, puis là, je vais dire... Peut-être que ça marche, mais peut-être que ça marche pas. Mais là, ce qu'on constate, c'est que à la fin du cours, les personnes ont réussi à faire des affaires qui sont vraiment incroyables. Tu sais, on leur demande quand même une lourde tâche au sein dans le cours, là. Mais à la fin du cours, dans l'exercice final, il y a certaines capacités qui sont comme très de base, là, que ils l'ont jamais appris finalement, parce qu'ils l'ont complètement délégué. Toute leur capacité, tu sais, toute la progression, finalement, il y en a une grosse partie qui a été déléguée à l'intelligence artificielle. Fait que déjà là, ça change vraiment la relation d'encadrement parce que je m'attends pas, moi, en tant qu'auxiliaire, à avoir à expliquer un concept qui est de base, qui est vraiment de base, là, au dernier cours, là, mettons. Puis comment est-ce qu'on approche ça? C'est quelque chose qui va être difficile à régler, je pense. Oui, c'est vrai que ça transforme ça, là, les questions un petit peu plus gênantes. Je suis rendu au cours 12, je sais pas encore c'est quoi la base. C'est sûr que ça peut être tentant pour l'étudiant de dire, ben, je vais le demander à mon IA préféré. Mais ce faisant, il n'y a pas pour apprendre, il me semble qu'il faut être capable de reconnaître ses propres ignorances. Ça part de là. Fait qu'un étudiant qui est pas capable de l'admettre au prof, peut-être que c'est ça. Le prof a pas le temps d'y répondre, ça va être plus efficace si je le demande à un IA. C'est peut-être moins sûr comme réponse, mais au moins je vais avancer dans ma progression. Maïté, je reviens un petit peu plus tôt sur ce que tu disais sur la formation, les cours. Je suis curieux de savoir comment on va faire ça pour convaincre parce que ça, c'est vraiment de la gymnastique et de la poutine administrative de nos institutions. Là. Comment on fait pour convaincre des programmes d'intégrer des nouveaux cours? Comment on fait pour convaincre des cours d'intégrer des nouvelles parties de cours? C'est ça là, qui est le défi à l'université, c'est que l'IA s'est invitée, notre rapport à l'IA a changé, notre rapport au savoir, à la formation, mais là, il faudrait changer le contenu des cours, des programmes, un peu. Oui. Comment on fait? Quel levier on a là? Bien, assurément, c'est au-delà de mes compétences de pouvoir te répondre, tu sais, je dirais, pour reflétant, disons, l'atmosphère ou vraiment la perspective là, des membres de la commission, je dirais que on espère les convaincre.
on espère, puis encore là, c'est à l'encontre, disons, des tendances contemporaines, là, il y a une certaine lenteur à ça. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps de se parler. On mise sur la collaboration, sur la circulation des idées. Je sais que j'ai l'air peut-être de pelleter du nuage, là, mais j'y crois. Et je pense que je suis pas la seule, mais tu sais, bon, à l'université, faut être patient, ça, c'est sûr. Faut être patient. On essaie de diffuser notre avis. Qui est basé sur une recherche sérieuse, là, il est documenté, qui est basé sur un travail collectif. Ensuite, on crée des collaborations avec diverses personnes impliquées. Il y a des gens intéressés par cette transformation-là en enseignement supérieur en ce moment. Il y en a un peu partout. Et ce sont ces personnes-là qui peuvent nous aider à avoir des bonnes idées. On dialogue avec le vice-rectorat aux études aussi pour voir comment on peut le faire, mais fait que je dirais, j'ai pas de réponse. La réponse courte, c'est je le sais pas. Nous le savons pas. Mais c'est cette direction-là qu'il faut prendre. C'est cette direction-là, et il y a quand même des signaux encourageants du côté. Moi, j'ai été impressionnée. Puis nous avons été impressionnés, je pense, par le niveau de collaboration qui s'installe autour de cet enjeu-là. On est tous dans le même bateau en enseignement supérieur. Il y a une belle collaboration avec d'autres institutions. Puis on discute aussi avec des gens qui ont les mêmes enjeux, la même préoccupation pour les étudiants à Sherbrooke, à l'Université de Montréal. Donc, c'est partout, là. Voilà. Donc, cette approche-là, peut-être, va donner des résultats, mais pas demain matin. Non, pas demain matin. Faut prendre le temps de laisser le temps au temps. Là, on va le faire à l'université, on est habitué à ce rythme-là aussi, mais là, avec l'urgence de répondre à ce genre de... C'est pas rien, là. Il y a, quand ChatGPT est arrivé, un matin de Noël, là, il y avait le feu, là. Là, je pense que le feu est éteint, mais les problèmes sont pas réglés, en tout cas. La braise est encore braise est encore très chaude. Très chaud, c'est bien dit. Un dernier thème que je vais aborder avec vous autres, c'est sûr, moi, les enjeux éthiques, ça me passionne, disons. Puis, on parlait dans le rapport, on parle des valeurs. Comment l'IA met au défi, je dirais, les valeurs de nos institutions universitaires en général. Donc, on craint que l'IA défie ou nous impose de repenser certains modes de fonctionnement, certaines challenge, certaines valeurs de notre institution. Puis, on parle de la pression sur puis les valeurs, là, c'est ça aussi. Quand on parle des valeurs de l'institution, on ne sait jamais exactement, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des valeurs qui sont promues, je dirais, qui sont là en vitrine. Là. Puis il y a d'autres valeurs qui sont là aussi, qu'on connaît quand on est à l'université. Je pense entre autres à la pression de productivité, les pressions sur les notes. Tu sais, ça, c'est pas des valeurs qui sont toujours explicites. Là. On les apprend assez vite là, que faut que ça aille vite, puis il faut être bon, il faut avoir des résultats, pression de performance, la compétition entre les étudiants, ça existe. Puis c'est pas l'IA qui a inventé ces enjeux-là. Mais là, ce qu'on craint, c'est que l'IA amplifie la force de ces valeurs-là, puis ça se fasse au détriment des autres valeurs plus classiques, que je dirais, de nos institutions. Là, on parle de collégialité, on parle de développement de l'esprit critique, la curiosité intellectuelle, le goût d'apprendre. Ça existe-tu encore? C'est le goût d'apprendre, puis l'effort intellectuel, l'amour de la connaissance pour elle-même. Comment l'IA va transformer ce que ça risque de régler ce conflit entre ces valeurs ou d'accentuer quelle valeur comment l'IA va influencer notre rapport à ces valeurs-là? Là? Moi, pression de performance, compétitivité. Je pense pas que ça a un impact sur le système de valeurs. Peut-être que ça a un impact sur le résultat du système de valeurs sur la société. Mais je pense pas que ça change le système de valeurs. Pourquoi? Parce que l'université, en fait, n'est pas dans un vase clos. Là. On vit dans une société qui valorise des valeurs comme la détermination du plus riche, là, le succès là, du plus puissant, la douance là, du plus intelligent. Puis au sein du milieu académique, ben on voit ça dans l'argent du plus subventionné. Là, on met ça dans celui qui est la plus productif, plus cité, plus subventionné. La personne qui est mentionnée dans Nature. Puis, qui a le plus de citations. Ça se manifeste de cette manière-là. Mais fait que c'est une tendance généralisée dans la société de valoriser l'élite.
Puis rarement est-ce qu'on va mentionner dans ce système de valeurs-là la générosité de la personne qui est la plus aimante ou le don de soi pour on rit mais c'est vrai là, c'est fondamental à la société. Puis je pense pas que l'IA a aucun impact là-dessus. Je pense que c'est une réflexion fondamentale qu'on doit avoir en tant qu'humain de comment est-ce qu'on veut que la société bouge en avant. Peut-être que ça va favoriser une réflexion profonde là-dessus. Je douterais pas que ça soit le cas, là, parce que ça va exacerber justement ces tensions-là au sein du système de valeurs des gens, mais je pense pas que ça va changer en soi le système de valeurs. Comme un exemple que j'avais avant de donner la parole à Maïté, un exemple que j'avais en tête, c'est la pression de publication chez les chercheurs. L'IA, ça a poussé fort la pression de publication, puis on a vu toutes sortes de chercheurs qui publient, puis là on voit des traces de ChatGPT dans des textes publiés, révisés par un comité éditorial, révisés par les pairs, puis là c'est écrit c'était quoi, c'est Regenerate au début, les premières versions de ChatGPT, puis là ça apparaissait dans des textes publiés dans des grandes revues, donc ça c'est quand même une influence importante de l'IA sur les pressions exercées. Les pressions exercées étaient là avant, mais il me semble qu'il y a une forme d'amplification de tout ça. On donne un outil pour nourrir ce système de valeurs-là, finalement. Mais je pense pas que la valeur a changé en soi. On veut promouvoir l'élite intellectuelle, on veut que nos chercheurs soient les plus cités, qu'on ait les meilleures notes au sein des étudiants. Ça a été le cas ça fait des décennies, je dirais même des siècles, là, qu'on promouvoit cette élite intellectuelle. Puis moi, je l'accueillerais très bien, là, qu'on change de système, mais c'est difficile parce que c'est l'inertie du système académique, là. Puis encore une fois, on n'est pas dans un vase clos. L'Université Laval est au sein d'un système académique en général qui lui est performe comme ça. Fait que si nous, on arrête de jouer la game, on va juste perdre notre place puis on va le donner à l'autre université d'à côté. C'est toujours ça qui est... C'est dur de repenser ça. C'est toujours ça le raisonnement qui est amené, en tout cas. Puis c'est la même chose qu'on voit d'ailleurs au niveau des pays. C'est pas nous qui bâtit notre économie puis notre système c'est pas nous. L'environnement, personne ne fait des compromis. Pourquoi que ça serait c'est nous, on va perdre dans la course, finalement. Fait qu'il y a pas de fin à ce système-là. Maïté, est-ce qu'il y a de la place pour la connaissance en soi, le goût d'apprendre, l'effort intellectuel, la pensée critique ou... Oui, moi je rebondirais là-dessus, mais en apportant une certaine nuance, c'est-à-dire, moi je pense que, c'est pas juste moi, mais tu sais de ce qui ressort des travaux de la commission, c'est que oui, l'IA générative d'une certaine façon va transformer notre rapport aux valeurs parce que on l'a dit, là, c'est des machines qui ont été entraînées sur un certain corpus, sur une certaine culture, qui valorise beaucoup tout ce que Louis-Vincent vient de décrire, et donc qui vient l'accentuer, qui vient l'aggraver, cette pression de performance, aller plus vite, en faire plus, être meilleur, Cela dit, il y a une réelle tension, en tout cas, on entendait ça beaucoup dans nos discussions, puis au sein des groupes de discussion étudiants aussi, entre ça, mais aussi un réel désir d'apprendre. Je veux dire, c'est pas vrai que les étudiants sont ici, en tout cas pas dans ceux qu'on a rencontrés, puis on est conscient que c'est pas représentatif, mais il y a au sein de la communauté étudiante une soif de connaissance, une soif de connaissance de bien, tu sais, d'apprendre tout ça, fait que ça vient juste accentuer ça vient entre autres accentuer cette tension-là. J'ai envie de rêver un peu, là. J'entendais Louis-Vincent. Est-ce que c'est utopique de penser que nos institutions universitaires pourraient justement profiter de cette crise-là pour se réaligner, privilégier un apprentissage réel, durable, aligné sur les valeurs plus classiques de notre institution, ou on est voué à une espèce d'apprentissage mu par les forces d'excellence et de performance utilitaire boostées à l'IA. Est-ce que c'est ce chemin-là qu'on va prendre? Je pense que c'est possible que ça arrive, mais pas avant qu'il y ait si on veut, un effondrement du système précédent.
C'est toujours comme ça que ça marche, les changements de paradigme. Il faut le système s'écroule. Puis pour qu'il s'écroule, il faut vraiment qu'on arrive à un point d'inflexion où là, on n'est plus capable d'aller engager des gens sur le marché du travail parce qu'il y a tellement de coupeurs de coins ronds. Il y a tellement de personnes qui savent pas qu'est-ce qu'ils font que on va avoir un désir d'aller chercher on va aller un désir d'engager. Est-ce qu'il faut attendre que ça se passe? Moi, je pense que oui. Puis je pense qu'il y a une chance que ça arrive. Tu sais, qu'on soit tellement... Si on prend pas les mesures maintenant, faut le faire là. Si toi, tu le vois, d'autres le voient, ben, ça se passe à différents niveaux. Moi, je peux le faire, mais tu sais, on parle d'un changement qui est social, là. Fait que il va certainement en avoir des gens. Il y en a déjà des gens, d'ailleurs, qui ont des bonnes valeurs. Il y en a déjà des gens qui sont généreux puis qui ont un don de soi, mais on vient pas valoriser ces personnes-là. Fait que c'est ça que, tu sais, c'est ça qu'on doit changer, c'est la valeur qu'on place sur la contribution à la société, etc. Puis je pense que oui, éventuellement, dans 10 ans, dans 15 ans, quand on va être arrivé à un point d'inflexion, puis que là, la société est en train de briser partout, peut-être que là, on va finalement valoriser des personnes qui n'étaient pas concentrées sur leur propre nombril. Si on fait pas ça, Maïté, est-ce qu'on peut rêver un peu? Est-ce que c'est possible avec l'IA de freiner ça, d'agir avant la catastrophe annoncée par Louis Vincent? Est-ce qu'il faut attendre ce point d'inflexion-là ou notre institution peut faire quelque chose? Et à quel rythme? Ouais, donc moi je vais revenir à ma métaphore du paquebot, puis je peux juste souligner encore une fois la commission comme les membres, on a fait quand même le choix de s'inscrire du côté d'essayer de faire un avis qu'on présente au conseil universitaire pour mettre en valeur une excellence qui est fondée plus sur la bienveillance, sur l'inclusion, sur le développement complet, sur le bien-être des étudiants, sur la durabilité pour tous et tout, y compris l'environnement, etc. Puis je mettrais aussi juste quelques petits points de lumière dans tout ça. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que malheureusement, les gagnants, c'est encore souvent ceux qui performent, qui vont vite, qui travaillent, qui vont chercher de l'argent. C'est eux qui mènent le monde. Mais c'est juste le reflet de la société dans laquelle nous sommes en ce moment, là, l'université. Mais je noterais quand même que, en ce moment, il y a une il y a un autre courant qui commence à se dessiner. Les organismes subventionnaires modifient un peu les règles pour les subventions en mettant l'accent plus sur des profils globaux et moins sur des métriques. Oui. Il y a encore au Québec un courant fort pour la diversité, l'équité, l'inclusion. C'est pas aussi massacré qu'aux États-Unis. Il y a des initiatives ponctuelles, mais qui commencent à faire des vagues là, pour le bien-être des étudiants, y compris les étudiants en recherche, des initiatives de déconnexion. Donc, on revient au paquebot, si on arrive à le faire bouger un petit peu, ce sera toujours ça de gagner, là. On peut pas le faire changer de direction comme ça. OK, on va garder l'image du paquebot, du temps, essayer d'orienter le paquebot dans une meilleure direction pour éviter un iceberg, je vais dire, du côté de Louis Vincent. Écoutez, sur ces sages paroles, on va conclure. Super belle rencontre, merci. L'intelligence artificielle nous aura au moins donné cela, repenser l'intelligence naturelle, la nôtre, puis essayer de repenser les institutions qui sont associées justement à la construction, l'émancipation de cette belle intelligence humaine. Puis si ce genre de réflexion et de questions vous intéresse, je vous invite à aller lire le rapport. Le rapport est intitulé « Perspectives étudiantes sur les systèmes d'intelligence artificielle ». Merci à vous deux d'être passés en studio. Louis-Vincent Grandmaison, merci. Maïté Breton du rectorat de l'Université Laval, merci. Merci à vous deux. Quant à vous, chers auditeurs, auditrices, merci encore de nous accompagner dans nos aventures réflexives sur les enjeux éthiques et sociaux de l'IA. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.